Alors, Dr Aimé Raoul Soumotayo, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence. Je vous en prie, comme Voilà, d'habitude. donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas qui est le Dr Aimé Raoul Soumotayo, je précise que vous êtes expert en question de sécurité et défense. Vous avez eu votre doctorat il y a quelques années à l'Université de Yaoundé 1 dans la filière Histoire. Vous travaillez comme chercheur au Centre d'Histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation de l'Université de Genève. Vous êtes Lausanne. le fondateur... Pardon? Lausanne plutôt. Voilà, pardon, de Lausanne. Bon, voilà, c'est des villes qui sont voisines. Et voilà, donc vous êtes le fondateur du Centre d'études stratégiques et des innovations. Vous avez beaucoup travaillé avec notamment les militaires camerounais. Et c'est pour cette connaissance, on va dire, fine du terrain et des réalités du terroir que nous avons pensé vous solliciter à l'occasion de cette Journée internationale de la paix 2020. Et donc, vu que nous n'avons que 40 minutes, nous allons essayer d'aller rapidement. Donc, je vous rappelle rapidement comment ça va se passer. On aura un entretien qui va se dérouler en 4 points. Rapidement, on va commencer par une espèce de tour d'horizon. Et j'aimerais vous poser cette question, Dr Aimé Raoul Soumotayo. C'est quoi l'état des lieux de la situation sécuritaire au Cameroun en ce moment? Le Cameroun est entré depuis le début des années 2000 dans une zone de turbulence. Après avoir définitivement réglé le contentieux territorial, le long contentieux territorial qui l'opposait au Nigeria au sujet de la péninsule de Bakassi et des îles camerounaises du lac Tchad, l'on croyait que voilà, le Cameroun traverserait une période de paix. Que non. Dès les années 1990, vous avez l'émergence des nouvelles menaces, notamment les prises d'otages avec demande de rançon dans les 3 régions septentrionales et une partie de la région de l'Est. Depuis pratiquement 1999, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun est rentré dans une zone de turbulence. Aujourd'hui, tout le monde le sait, aux abords des monts Mandara et du lac Tchad, le Cameroun est confronté au groupe djihadiste Boko Haram et à toutes les autres dynamiques dérivées. Dans la région du Nord, notamment la région du Bec de Canard, le Cameroun est confronté aux preneurs d'otages avec demande de rançon qui procèdent par des attaques opportunistes. Vous avez des groupes de militaires tchadiens qui viennent arrondir un peu leur fin du mois. Vous avez également dans la zone de Boubandida les actions de braconniers soudanais qui viennent très lourdement armés et qui viennent s'attaquer à la faune justement du parc naturel de Boubandida. Dans le département dans la région de l'Adamawa, vous avez les prises d'otages avec demande de rançon. Le phénomène est si grave qu'il y a de cela 2 ans, il y a un processus de sécurisation qui a conduit à la prise des mesures exceptionnelles à la suite du discours de sécurisation du président Biya lors du triomphe d'une promotion de l'école militaire interarmée. En plus des prises d'otages, dans la Dama, vous avez le même phénomène à la façade orientale, avec notamment des preneurs d'otages avec demande des rançons. Il s'agit des bandes armées, des bandes résiduelles des groupes de l'ex-Seleka. Vous avez des bandes armées qui sévissent dans cet espace. Vous avez également au niveau des parcs nationaux à l'est des groupes de braconniers dont les capacités surpassent parfois celles des armées au point où très souvent, des ONG internationales sont obligées de faire recours à des compagnies militaires privées. Vous avez depuis 2016-2017 une insurrection armée dans les 2 régions anglophones du Cameroun, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et on ne le dit peut-être pas assez, le Cameroun reste confronté au niveau de sa façade maritime à la piraterie maritime et au brigandage d'origine maritime. Récemment encore, ces brigands ont enlevé des pêcheurs, je crois, ukrainiens et chinois, je peux me tromper, mais récemment, il y a eu une attaque. Bref,
entre 1999 et aujourd'hui, le Cameroun est rentré dans une zone de turbulence. Et là, je n'ai fait que relever des crises majeures. Vous connaissez la suite avec les autres menaces à l'intérieur du territoire national et sur lesquelles nous allons peut-être revenir tout à l'heure. Voilà, donc voilà, non, je vous remercie pour ce tour d'horizon assez rapide. Je dois vous avouer qu'en préparant cet entretien, j'ai jeté un coup d'œil à ce que vous voyez les étrangers portent comme regard sur le Cameroun. Et donc, je suis tombé sur un rapport du US Department of Overseas Security. En fait, c'est un conseil qui est censé jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans le monde pour pouvoir conseiller les citoyens américains qui se déplacent, qui voyagent. Et donc, je suis tombé sur un paragraphe où ils disent que les citoyens américains devraient faire preuve de la plus grande vigilance et en fait se méfier quand ils se déplacent à l'intérieur du Cameroun. Et ils mentionnent la criminalité, les kidnappings, le terrorisme, les soulèvements de nature civile et politique. Ils invitent leurs citoyens à ne pas voyager au nord, à ne pas voyager à l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest et dans certaines parties de l'est et de la Damawa. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est quand même grave, c'est quasiment tout le pays qui est concerné. Et je me disais que c'était peut-être exagéré. Et donc, à vous écouter, c'est vraiment si grave que cela? Est-ce que Cameroun, autrefois, havre de fait, est-ce que ça relève désormais du passé? Est-ce que c'est un mythe qui n'existe plus aujourd'hui? Malheureusement, oui, c'est un mythe qui relève aujourd'hui du passé, tant les menaces sont majeures. J'ai juste envie d'insister sur un cas dont on ne parle pas. C'est dans la Damawa. J'ai visité récemment le département du Faro et Deo qui est à la frontière avec le Nigeria. Les populations ont totalement, je dis bien totalement déserté certains villages à cause des prises d'otages avec demande de rançon. Vous avez des groupes militaro-criminels qui viennent du Nigeria voisin, qui viennent du Tchad et qui viennent de la RCA. C'est une zone, la Damawa est une zone propice à l'élevage bovin et naturellement, ça attire des prédateurs de tous bords. Vous avez des éleveurs qui ont un cheptel de 2000, 3000, 5000 bœufs et naturellement, ça attire la convoitise justement de ces groupes militaro-criminels. Vous avez une vidéo qui a circulé récemment au Cameroun, virale, d'un groupe d'individus en treillis militaire camerounais se présentant comme un groupe rebelle et proclamant sa volonté de renverser le régime, en fait le président Biya. C'est vrai que ça avait un côté un peu folklorique, mais moi ça m'a parlé parce que justement, ça fait très longtemps que ces zones sont devenues, ces espaces sont devenus des véritables zones grises avec toutes les caractéristiques qu'on leur reconnaît, avec quasiment l'existence d'un pouvoir de substitution qui non seulement cherche à rançonner l'État, mais également, on l'a vu avec le groupe auquel je faisais allusion, qui cherche à renverser l'État dans une certaine mesure. Donc, oui, la situation est assez grave. Ce n'est pas par catastrophisme qu'on le dit, mais c'est juste parce que, voilà, il s'agit de faire une peinture réaliste de la situation pour appliquer justement des stratégies qui soient véritablement adaptées à la réalité de la situation. Si les autorités en place, par exemple au Cameroun, avaient pleinement conscience de la réalité de la situation, elles auraient très probablement fait l'économie d'une crise socio-politique, par exemple, en ce moment. Docteur Emeraou, voilà, justement, c'est bien que vous ayez arrêté parce qu'on aura le temps de revenir sur, en quelque sorte, les solutions. Et donc, je vais faire appel rapidement à votre formation de base. Vous êtes historien. Et donc, je vous pose une question plus ou moins d'histoire. Est-ce que, à votre avis, on peut identifier un moment à partir duquel on se dit le bateau Cameroun a commencé à chavirer ici? Ou est-ce que vous diriez que certains de ces conflits ont des causes endogènes, d'autres pas du tout, et qu'il faudrait les examiner séparément? C'est vrai, c'est quelque chose, ma réponse va relever à plusieurs égards de ma subjectivité. Je vais exprimer ma subjectivité, mais quand même, je voudrais relever peut-être avec vous que l'année 2011 va constituer pour beaucoup de Camerounais le point de rupture. Voyez-vous, avec ce que d'aucuns, parmi lesquels des ex-apparatchiks du régime, ont considéré le dernier mandat du président Biya comme étant le mandat de trop.
à la suite de la réélection du président Biya après la modification de la Constitution, on a l'impression que les choses se sont accélérées. Le tissu social s'est passablement dégradé. Et vous savez, dans ce type de conflit, la configuration trinitaire, c'est-à-dire armée, population, gouvernement, est très importante et les populations constituent le centre de gravité face à ce type de conflit, dans ce type de conflictualité. Il va de soi que l'absence d'un consensus, je veux dire, oui, pourrait justement constituer une sorte de point de rupture. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'analystes camerounais s'accordent sur le fait que depuis 2011, les choses s'accélèrent et voilà. D'aucuns pourraient peut-être considérer, tout aussi considérer par exemple 2016 comme étant le point de rupture parce que pendant longtemps, on a eu affaire à des groupes exogènes, vous avez eu des semblants d'union sacrée autour de l'armée, autour des gouvernants pour faire face à des attaques d'origine extérieure, mais depuis 2016, on a véritablement une guerre civile et la configuration trinitaire à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, c'est véritablement érodé la légitimité de la guerre que le Cameroun mène contre les réfugiés anglophones s'érode davantage de jour en jour. Et je crois qu'on pourrait, en fonction des sensibilités de chacun, choisir l'une ou l'autre date. D'accord, ok. On retient 2011 et 2016. Les jeunes historiens et les jeunes chercheurs pourront se pencher sur cette question pour voir dans quelle mesure on trouve des éléments empiriques pour soutenir ce que vous avez décrit comme votre intuition. Et donc, je m'en vais rapidement vous demander de revenir un peu sur le conflit à l'extrême nord, notamment avec les insurgés de Boko Haram. Vous avez mentionné plus ou moins sommairement l'état de la situation. Moi, j'ai envie de vous demander, Boko Haram, c'est quand même une secte qui est assez vieille. Les premiers attaques au Cameroun remontent à 2015, si je ne m'abuse. Et depuis, on a... Voilà, peut-être un peu avant. On a aujourd'hui une bonne centaine d'attaques répertoriées sur le territoire camerounais avec plus ou moins des dégâts. C'est quoi le niveau d'intensité de la guerre contre Boko Haram aujourd'hui? C'est quoi, comment est-ce que vous apprécierez l'intensité? Est-ce que le pic a été atteint depuis? Est-ce qu'on descend? C'est quoi le niveau d'intensité? Du point de vue de la conflictualité, j'ai envie de dire occidentale, mais si vous voulez étatique, on pourrait dire que le point culminant de cette guerre a été atteint depuis 2015. C'est-à-dire, le point culminant, c'est justement ce moment dans le cadre d'une interaction conflictuelle ou alors d'un conflit armé où la dimension militaire a atteint son sommet, son summum, et où le processus politique, un processus de politique doit conduire à la normalisation. En tout cas, moi j'estime, et j'ai plusieurs indices pour soutenir ce point de vue, que le point culminant de cette guerre a été atteint depuis 2015, et tout ce qu'on fait depuis quelque temps, on tourne en rond en réalité. C'est-à-dire, on est clairement, souvenez-vous qu'au moment de la déclaration de guerre contre Boko Haram à Paris, la secte était dans un processus de territorialisation, avait conquis au Nigeria un territoire qui avait la taille pratiquement de la Belgique et avait lancé des attaques majeures en territoire camerounais, notamment à Fotokol, à Amchidé, à Kolofata particulièrement. Aujourd'hui, les efforts conjugués de l'armée camerounaise et des comités de vigilance et des partenaires internationaux du Cameroun ont permis de mettre un terme au processus de territorialisation. La mise en place de la force multinationale a permis de contourner justement le principe si vous voulez, de l'impénétrabilité des frontières, ce que les internationalistes appellent l'impénétrabilité des frontières, en accordant, si vous voulez, le droit de poursuite au secteur numéro 1 de la force multinationale. C'est au nom justement de ce dispositif que l'armée camerounaise a mené une vingtaine d'opérations transfrontalières en territoire nigérian. Donc, la secte n'a plus les capacités militaires aujourd'hui pour des attaques d'envergure. On est clairement retombé dans, si vous voulez, une phase de faible intensité, mais beaucoup plus pernicieuse. Aujourd'hui, les attentats sont redevenus récurrents.
Il y a une banalisation de la pose d'engins, de la pollution des itinéraires par la pose des engins explosifs improvisés. Vous avez des raids quasi quotidiens contre les populations. De temps en temps, vous avez quelques attaques contre les positions de l'armée camerounaise pour se ravitailler en armes et en munitions. Mais de manière générale, la secte procède beaucoup plus par le harcèlement. Il s'agit également pour les insurgés d'adopter une démarche plus systémique de l'insurrection, c'est-à-dire il ne s'agit pas de détruire les capacités de l'armée camerounaise, mais il s'agit de fatiguer l'armée camerounaise. Et visiblement, le Cameroun ne dispose pas des moyens illimités, les hommes sont fatigués, on retombe dans la routine, les politiques ont transformé la contre-insurrection, qui n'est qu'un moyen en une fin. La fin politique de la guerre contre Boko Haram n'a pas été clairement définie. L'objectif, c'est Dr. Raoul, je ne vous coupe pas, je veux juste, parce que j'avais une question qui portait sur précisément la sortie de crise, et la question, je l'avais formulée ainsi. Et à partir du moment où l'intensité, le pic de la crise est passé depuis, on va dire, 5 ans, 2015, disons même 2016, pour être un peu généreux, comment on explique que le conflit soit resté latent? Comment on explique sa longévité en dépit, précisément, on va dire, des exploits militaires de l'armée camerounaise qui a laissé de nombreux hommes et notamment de valeureux soldats. C'est quoi les facteurs de longévité de ce conflit? Qu'est-ce qui explique que ça traîne sur une si longue période? Pourquoi l'armée camerounaise n'arrive pas à mettre fin, à pacifier définitivement cette région? J'aime bien le dire, c'est d'ailleurs d'une trivialité. Aucune armée au monde n'a jamais gagné ce type de guerre. Je disais tout à l'heure, que la contre-insurrection n'est qu'un outil, elle n'est pas une fin. Or, les politiques camerounais prennent l'outil pour la fin. Conséquence, on abandonne, les politiques ont abandonné aux militaires leur job. Vous avez aujourd'hui une situation où les militaires sont obligés de faire le travail de tout le monde. Le président Biya a évoqué la riposte globale, c'est-à-dire menace globale, riposte globale. Sur le terrain, toutes les administrations concernées n'agissent pas toujours. La mise en place du CNDDR, du comité de démobilisation de réinsertion des anciens combattants de Boko Haram, relève plus de l'agitation instrumentale. Vous avez des... Agitation, c'est grave. Oui, parce que en réalité, vous avez des très beaux textes qui ont créé une très belle institution, mais le casting et le background des personnes chargées d'animer justement la machine ne permet pas que la mayonnaise prend. On aurait pu tirer profit de deux facteurs. Le premier, c'est lequel? C'est que les militaires camerounais ont réussi à couper les voies de ravitaillement en vivres. Les combattants de Boko Haram affamés sont prêts à sortir. Et récemment, il y a de cela quelques semaines, on m'a fait état de ce que il y avait une grosse épidémie de choléra qui avait tué pratiquement 200 militaires, 200 combattants de Boko Haram dans le lac Tchad. Les militaires, avant la mise en place du CNDDR, ont fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire qui consistait à mettre en place un mécanisme incitatif pour permettre aux gens, aux combattants, de la reddition des combattants de Boko Haram. On est là dans le sommet de l'art de la guerre, vaincre sans combattre. Malheureusement, les politiques ont fait du CNDDR voilà, une modalité de redistribution de prébendes, un lieu où on peut caser la clientèle politique. La démocratisation, l'illusion de la démocratisation de l'expertise a fait croire que n'importe qui pouvait faire ce travail. Malheureusement, ça ne prend pas. Donc, au-delà de les limites de la puissance, si vous voulez, pour parler un peu comme Badi, l'impuissance de la puissance dans ce type de contexte, il y a également que le Nigeria n'a toujours pas ne garantit pas toujours, n'a toujours pas le monopole de l'usage de la violence légitime sur son territoire. Toute la bande frontalière camerounaise, nigériane, contiguë au Cameroun, est occupée par les insurgés. L'armée camerounaise va mener des opérations transfrontalières, mais dès son retour au Cameroun, les insurgés vont réoccuper l'espace qui n'a pas été occupé par les forces nigériennes. Ouais.
D'accord. Mais il y a plusieurs facteurs. Hein. Vous allez voir, par exemple, j'ai envie d'évoquer très rapidement la question des humanitaires. C'était une opportunité. Les humanitaires auraient pu jouer un rôle important dans la gestion de cette crise. Pas en s'insérant dans la contre-insurrection, non. Les humanitaires sont arrivés avec des milliards de contribuables occidentaux, essaient d'appliquer des stratégies qui ont certes marché ailleurs, mais qui ne sont pas adaptées au contexte camerounais. Nous sommes clairement dans ce qu'un journaliste du Monde a appelé le bazar de l'humanitaire. C'est-à-dire, plutôt que la logique de l'efficacité, on est dans la logique des chiffres. On est dans une situation où, à terme, les modalités d'intervention des humanitaires vont nourrir l'insurrection. Je vous prends un exemple simple. Oui, allez-y. Nous sommes dans une situation où vous avez certains humanitaires qui donnent des salaires aux populations à la fin du mois. C'est-à-dire, plutôt que de mettre en place des projets qui permettraient de s'autonomiser, ils leur donnent à chaque des salaires à la fin du mois depuis pratiquement 4-5 ans. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'après le départ des humanitaires, l'État du Cameroun ne sera pas capable de faire le quart de leur donner de l'argent. En conséquence, les gens sont dans une sorte, seront certainement tentés de rentrer justement dans, je ne sais pas, de fructifier le chaos pour avoir davantage d'argent. Donc, il faut rationaliser l'intervention des humanitaires, l'intervention de l'État, l'intervention de la communauté internationale. D'accord, donc c'est une espèce de réponse holiste, pour ne pas dire globale, que vous appelez. Non, je crois qu'on a compris. Maintenant, j'aimerais vous demander, Dr. Aimé Raoul, parce que la raison pour laquelle on vous a invité à cet entretien, à l'occasion de cette journée de la paix, c'est votre grande connaissance du Cameroun. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la partie septentrionale. Je sais que vous avez aussi travaillé notamment au large d'Idenao, dans la région de Bakassi. Donc, vous connaissez la problématique des frontières et de leur instabilité. Mais là, j'aimerais vous demander de me dire, en ce qui concerne la crise anglophone, qui est l'un des deuxièmes points chauds, enfin, l'un des plus grands points chauds, conflits chauds auxquels le Cameroun est confronté, est-ce qu'il y a des trucs, des facteurs qui expliquent ce conflit-là et qui sont différents de ceux que vous avez déjà énoncés, qui font la spécificité de la crise anglophone? Il y a d'abord, je vais comme ça, hein, de manière... je vais évoquer justement l'incapacité des autorités camerounaises à gérer une circonstance de l'histoire, la partition de 1916. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la mauvaise redistribution des ressources matérielles et symboliques. C'est-à-dire, le gouvernement, les autorités de Yaoundé ont longtemps promu comme anglophones des élites préfabriquées qui n'étaient pas toujours légitimes, qui Oui, il y a cette question de la redistribution des questions des ressources symboliques. Il y a surtout l'incapacité de raisonner autrement, d'agir autrement que par la violence. C'est vrai que toutes les conditions d'une déflagration étaient réunies, mais une chose est sûre, si la question avait été gérée au politique, si on n'avait pas fait recours dans un premier temps à la militarisation de la réponse, à la judiciarisation, à la criminalisation de la contestation des anglophones, je suis sûr qu'on n'en serait pas là. Nous sommes clairement dans une situation où les modalités de gestion de cette crise ont transformé une crise, j'ai envie de dire identitaire, mais si vous voulez socio-économique, en une guerre civile violente, malheureusement. Donc, il y a l'incapacité des autorités à gérer une circonstance de l'histoire. Il y a le... Docteur Aimé Raoul, permettez-moi de vous interrompre. Vous parlez de l'incapacité à gérer une circonstance de l'histoire. Est-ce que cette circonstance-là peut trouver une solution au sens d'une formule qui apaiserait pour longtemps, sur une très longue période, les préoccupations des Camerounais d'origine, enfin de la région anglophone? Parce qu'il y a des gens qui disent qui croient avoir des éléments de preuve que la grève des enseignants et des avocats de 2016, début 2017, était un prétexte et que de toutes les façons, cette grève-là ou pas, il y avait des forces dans les populations anglophones qui, à plus ou moins court terme, c'est-à-dire immédiatement en 2016 ou un peu après, auraient
aurait toujours, vous voyez, agité cette aspiration sécessionniste qui d'ailleurs existe depuis, on va dire, 1980. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour deux raisons. Jusqu'en 2016, les sécessionnistes étaient des marginaux. Comme tels, ils étaient aux marges. Les modalités de gestion de cette crise ont fait que, graduellement, les anglophones, la grande partie de la population anglophone est rentrée en interaction positive avec ces insurgés. Regardez votre propre trajectoire ou la mienne, c'est-à-dire comment est-ce que votre perception, auto-perception de cette crise a évolué. C'est-à-dire nous sommes dans une situation où, oui, la crise anglophone a commencé dès le lendemain de la réunification. Vous savez qu'une partie des anglophones a voté en faveur du rattachement au Nigeria. Donc nous sommes dans une situation où, oui, la crise, elle était latente. Pendant longtemps, le gouvernement a appliqué une ingénierie qui a plus ou moins marché. Chaque 1er octobre, il y avait des escarmouches. On gérait d'une manière ou d'une autre, on payait, on corrompait des gens, on leur confiait des postes de responsabilité. Mais sauf que la violence a suscité la contre-violence. Ça, on ne saurait le nier. La preuve, c'est que quand vous regardez un peu l'armement des insurgés anglophones, au début de l'insurrection, vous comprenez qu'ils n'y étaient pas préparés. Donc, vous allez voir que graduellement, on va assister à une sophistication. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, c'était préparé, l'insurrection préparée. Non, justement, les éléments que je viens de présenter laissent penser justement que c'est plutôt les modalités de gestion, la brutalisation. Moi, je n'étais pas au Cameroun lorsque cette histoire est survenue. J'ai été choqué lorsque j'ai vu les vidéos des jeunes filles qu'on traînait dans la boue. Et ça confirme l'idée que au début de tout processus de radicalisation, il y a une violence initiale. Et le basculement de ces insurgés à la violence ne saurait se comprendre si on ne fait pas un zoom arrière pour percevoir un peu leurs actions dans une territorialité plus large. Si on ne met pas en relation avec les bastonnades, avec les no-violence, lorsque le GN entre dans le campus et tout le reste. Donc, je crois qu'il est important de restituer la vérité sur ces questions-là. D'accord, là, vous m'avez fait penser en souriant comme ça à cet ouvrage de, je crois qu'il s'appelle Ted Gur, G-U-R, un livre qui est passé classique. Le titre du livre, c'est Why Men Rebel? Pourquoi les hommes se rebellent? Et dans ce livre-là, son argument basique, c'est que la force est une réponse fondamentale à l'usage de la force. Et partout où il y a usage de la force, il y a un usage retour de la force. Donc, c'est à peu près cet argument que vous venez de dérouler. Absolument. Et là, j'ai envie de tomber d'accord avec vous. Maintenant, j'aimerais vous demander, vous avez parlé de sophistication du conflit, de moyens archaïques au départ. Moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui explique la résilience, finalement, des mouvements, des insurgés dans le conflit au Nozo? Qu'est-ce qui explique que notre armée, qui n'est pourtant pas la moins performante du continent ou de la sous-région, n'arrive pas à mettre un terme à cette insurrection par les moyens qu'elle s'est donnés? Mao Tse-tung recommande justement aux groupes révolutionnaires d'être comme un poisson dans l'eau au sein des populations. Contrairement à l'armée camerounaise qui entend au moins se comporter comme une force d'occupation, les insurgés anglophones, je l'ai dit tout à l'heure, sont rentrés en interaction positive avec les populations. Et dans le cadre d'un tel conflit, le véritable centre de gravité, ce n'est pas les capacités de l'ennemi. Vous allez tuer 10 généraux ambazoniens, vous allez arracher telle quantité d'armes. Tant que le centre de gravité, c'est-à-dire le lien avec les populations ne sera pas altéré, ce mouvement va perdurer. Pour se financer, pour se nourrir, on a besoin des populations. Pour se renseigner, on a besoin des populations. Malheureusement, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, le profil sociologique des chefs militaires qu'on a envoyés dans les régions anglophones au tout début de l'insurrection a fait à ce que ces derniers aient
une autre perception. C'est-à-dire, généralement, en fonction de sa personnalité, on peut percevoir d'une menace soit un prisme X ou soit un prisme Y. Donc, leur profil sociologique leur a permis de percevoir la menace autrement et d'y appliquer justement des méthodes qui étaient inadaptées. Conséquence, aujourd'hui, nous sommes dans une situation paradoxale où des modalités de la contre-insurrection ont parfaitement nourri l'insurrection. Et si aujourd'hui la résilience des insurgés ne s'explique pas autrement que par la légitimité qu'ils jouissent aux yeux des populations, une légitimité ubi et orbi, c'est-à-dire même au sein de la diaspora, ceux que nous considérons comme étant des bandits sont perçus comme des freedom fighters et ils sont soutenus comme tels. Et je crois que c'est la raison fondamentale de leur résilience. Il y a également que nous n'avons pas pris ce conflit du bon bout. Nous n'avons pas fait le problem framing de cette crise. Nous n'avons pas fait l'intelligence knowledge of the battlefield. Conséquence, nous avons des forces qui opèrent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas très bien au sein des populations, avec lesquelles l'empathie n'est pas toujours présente. Donc, il nous faut affiner, mais il faut préciser quelque chose. La raison d'être de la présence militaire dans le nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas de régler la crise anglophone, mais de créer des conditions politiques, les conditions d'une gestion politique de cette crise. Donc, aujourd'hui, les faucons, malgré les instructions données par le président Biya récemment, les faucons du régime manœuvrent justement pour que le processus politique qui aurait conduit justement à la fin de cette crise soit bloqué. Les initiatives suisses, camerounaises et autres sont aujourd'hui bloquées du fait des faucons de Yaoundé, malheureusement. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. J'aimerais vous demander, on va faire un autre retour, un autre jeu d'histoire, parce que vous êtes historien et ça nous intéresse. Quand vous regardez la décennie écoulée, avec Boko Haram, ensuite la crise anglophone, ensuite la frontière à l'Est, est-ce que vous diriez que c'est la décennie la plus violente de l'histoire du Cameroun? Et si oui, quelle autre décennie s'en est rapprochée? Ou sinon, parce qu'il y a des auteurs, par exemple, moi je pense ici à un auteur controversé, le romancier Patrice Ngana, qui a ce concept de la téléologie de la violence de l'État. Il pense que la violence est finalement consubstantielle de l'État camerounais, qui n'a jamais su se constituer ou se maintenir ou s'arroger certaines légitimités autrement qu'à travers la violence. Et donc, si on l'en croit, on aurait, et pour ceux qui le suivent, on a l'impression parfois que les conflits, notamment les conflits anglophones, est une répétition de ce qui se serait passé dans les régions Bamileke et Bassa au moment de l'indépendance. C'est quoi votre lecture en tant qu'historien de ces deux conflits? C'est un point de vue. C'est vrai que la violence est dans l'ADN de l'État du Cameroun. On ne peut pas passer sous silence le fait que la guerre d'indépendance du Cameroun ait fait entre 120 000 morts selon certaines sources, 20 000 selon d'autres. Bref, la guerre d'indépendance a fait plusieurs morts. On ne peut pas non plus oublier le fait que des décennies du parti unique de lutte contre la subversion aient également fait de nombreux morts. On ne peut pas oublier que justement, j'évoquais l'ADN de l'État du Cameroun, que la violence est quelque chose de structurel, c'est-à-dire quand vous voyez par exemple les manifestations qui ont cours ou alors celles qui sont projetées au Cameroun dans les prochains jours, vous comprenez que les autorités successives de Yaoundé ont une conception bien bizarre du lien social. Le lien social n'est pas fondé sur la volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire un contrat perpétuellement renouvelé, mais le lien social chez nous est fondé sur la violence, sur la contrainte. Or, de nombreux auteurs, Gramsci par exemple a démontré que l'État, le type d'État qui se fonde sur la nation, qui se fonde sur dont le lien social se fonde sur la violence n'est pas une nation viable. De ce point de vue, on peut comprendre justement le caractère endémique de la violence dans notre pays, la contrainte comme étant source du lien social. Mais on ne peut pas, quand vous historicisez un peu
les phénomènes de violence endémiques dans notre pays, vous vous rendez compte, il y a d'abord la période de la guerre d'indépendance qui va pratiquement jusque dans les années 70. Après, on a une relative accalmie dans les années... Ce qu'on a dans les années 90, véritablement, je ne veux pas minorer ce qui s'est passé, mais en termes de du nombre de morts et autres, ce n'est pas important comparé à ce qui se passe dans les régions anglophones aujourd'hui, à ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun. On ne peut pas nier le caractère endémique de la violence au Cameroun. Mais il ne faut pas non plus surévaluer la présence. Je crois qu'il faut trouver la juste mesure pour comprendre un peu les phénomènes de violence. Mais quand même, il faut reconnaître, la violence est omniprésente, pas autant qu'au Nigeria. Moi, j'y ai été deux fois, même dans l'interaction, dans le dialogue entre les individus dans la rue, c'est essentiellement violent. Non, moi, je pense que, voilà. Pour revenir à votre question et assez rapidement, on pourrait, du point de vue du nombre de morts, on pourrait penser que la guerre d'indépendance a été vraiment le moment de très grande tuerie. Il y avait ce déclassement médiatique, le monde entier ne s'intéressait pas au Cameroun. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux avec l'effet amplificateur qui va avec. Un mort, c'est un mort de trop, et du point de vue de l'effet psychologique, on pourrait très facilement dire que voilà, nous sommes dans l'une des décennies les plus violentes du Cameroun, mais du point de vue de l'effet physique, si vous voulez, à la guerre d'indépendance, ça fait beaucoup plus de morts, de destruction de biens et autres. D'accord. Docteur Aimé Raoul, Sumotayo, nous tirons vers la fin de cet entretien qu'on a voulu bref. Et j'aimerais vous demander, après avoir fait ce tour d'horizon, après avoir, on va dire à la volée comme ça, décrit un peu l'état du Cameroun à cet instant précis, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a une solution A ou une solution prioritaire, quelque chose que vous recommanderiez, je ne sais pas moi, à l'État du Cameroun, aux populations camerounaises, aux amis du Cameroun, pour que le Cameroun, en quelque sorte, retrouve le chemin de la paix? Est-ce que retrouver le chemin de la paix est même possible dans les conditions actuelles? Est-ce que vous avez encore espoir? J'ai espoir, j'ai espoir. Je souriais tout à l'heure parce que, vous écoutant, j'ai pensé à un de mes maîtres à penser, François Burga, et je vais lui emprunter justement à la thérapie choc qu'il propose généralement dans ce type de situation, le partage. Le partage. Le Cameroun retrouvera la paix lorsque l'on partagera davantage, lorsque on partagera davantage les ressources matérielles, davantage les ressources symboliques. Lorsqu'on ne privera pas certaines composantes du tissu national de participer justement à la vie politique, lorsqu'on ne criminalisera pas des gens juste à cause de leur posture banalement oppositionnelle, je crois que le partage est la solution. Vous allez vous rendre compte que pour toutes les crises, pour toutes les situations que nous avons décrites tout à l'heure, il y a la question du partage. Dans la région de l'Adamawa, une des régions les plus enclavées du Cameroun, quand on parle de l'Adamawa, on parle de Ngaoundéré, du pont de la Mapé, qui est à la limite sud, jusqu'à l'entrée de Ngaoundéré, il n'y a pas de goudron. Le trajet d'un bout à l'autre de la région de l'Adamawa se fait en 2 jours, plein. C'est l'une des rares régions au Cameroun où on emprunte encore des cars Saviem. Et je crois que malgré la présence des militaires, ça allonge les délais d'intervention lorsqu'il y a une attaque. Quand j'évoque donc la question du partage, j'évoque la question de, je pense à la construction des infrastructures routières qui permettraient de sécuriser cet espace. Il faut partager les ressources matérielles. Allô? Oui. Voilà, donc il y a eu une petite interruption dont j'ignore l'origine. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on vous a bien écouté. Vous avez parlé de partage. Le Cameroun a mal à sa formule de partage des ressources, vous diriez.
Et donc, la solution pour retrouver le chemin de la paix, c'est de trouver, d'établir un nouveau contrat social qui notamment inclut une meilleure redistribution des richesses, des ressources naturelles, des ressources symboliques, des ressources économiques, et une formule donc qui, on va dire, inclut l'ensemble des citoyens camerounais, qui fasse en sorte qu'ils se sentent partie prenante de la chose. Est-ce que je vous ai bien résumé? Absolument. D'accord. Absolument. Donc, docteur Aimé Raoul Soumotayo, je pense qu'on va arrêter là, mais ce n'est certainement pas la dernière fois que nous vous recevons ici. On a voulu faire cet entretien rapidement à l'occasion de la Journée internationale de la paix pour voir dans quelle mesure notre pays peut se repositionner pour redevenir ce qu'il fut autrefois. Et donc, nous vous disons merci d'avoir sacrifié de vos activités, de votre temps pour vous prêter à cet exercice. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.